Brindisi, sud de l'Italie, aéroport international, mardi 6 avril 2026. Une compagnie aérienne se présente au guichet de ravitaillement. Routine habituelle, plein complet avant le décollage. Réponse du gestionnaire. Désolé, ravitaillement suspendu jusqu'à 11h. Approvisionnez-vous ailleurs. Brindisi n'est pas une exception. Reggio Calabria. Plusieurs autres aéroports italiens. Depuis le 6 avril, RBP Italia, le principal fournisseur de kérosène en Italie, a imposé des restrictions dans 7 aéroports. Le 9 avril, Olivier Jankovec, directeur général de l'ACI Europe, qui représente les aéroports de toute l'Union européenne, envoie une lettre d'alerte à la Commission européenne. Sa phrase clé : si le passage par le détroit d'Ormuz ne reprend pas de manière significative et stable dans les 3 prochaines semaines, une pénurie systémique de kérosène est sur le point de devenir une réalité pour l'UE. 3 semaines. Le compte à rebours a commencé le 9 avril. Ce que cette pénurie signifie pour vous, pour vos billets d'avion, pour vos vacances d'été, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Désolé de vous interrompre, mais c'est important, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et laissez un commentaire, un seul mot, un cœur, juste ça. YouTube restreint les vidéos comme celle-ci, votre réaction change tout, ça prend 3 secondes. Maintenant, on commence vraiment. Les chiffres qui expliquent tout. Je suis analyste stratégique, et le sujet d'aujourd'hui touche directement votre quotidien. Peut-être plus que n'importe quel autre script que j'ai fait depuis le début de ce conflit. Commençons par un fait que peu de gens connaissent. Le Golfe Persique fournit 50% du kérosène d'aviation importé par l'Europe. Pas 10%, pas 20%, la moitié. Selon ACI Europe, le Golfe représente environ 43 à 50% des volumes de kérosène utilisés par l'aviation européenne. Toute cette production transite par un seul point de passage, le détroit d'Ormuz. Avant le 28 février, 150 navires par jour traversaient Ormuz. Aujourd'hui, entre 10 et 20. Un effondrement de 90%. Le résultat est arithmétique. Le kérosène européen provenant du Golfe est quasi bloqué depuis 46 jours. Les stocks accumulés avant le conflit s'épuisent. Et selon l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, le prix du kérosène a augmenté de 103% en un mois. Aux États-Unis, il est passé de 2,50 $ le gallon le 27 février à 4,88 $ le 2 avril. Un doublement en 5 semaines. Les compagnies aériennes ont déjà répercuté une partie de cette hausse sur les billets. Swiss et Edelweiss ont ajouté des surcharges carburant pouvant représenter 40% du prix du billet. D'autres compagnies annulent des vols devenus non rentables. Mais ça, c'est la situation actuelle. Dans 3 semaines, sans réouverture d'Ormuz, on passe à une autre dimension. Ce que pénurie systémique veut dire concrètement. Le mot systémique dans la lettre d'ACI Europe n'est pas choisi au hasard. C'est le vocabulaire des crises structurelles, pas des tensions passagères. Une pénurie systémique de kérosène en Europe signifie concrètement 3 choses. Première chose, des vols annulés en masse. Pas quelques vols, des centaines, des milliers. Les compagnies qui n'ont pas de contrat d'approvisionnement garanti, principalement les petites et moyennes compagnies low cost, se retrouvent sans carburant pour leurs appareils. L'Italie a déjà commencé. 7 aéroports rationnent. Des vols domestiques ont été privés de ravitaillement. C'est un avant-goût de ce qui attend le reste de l'Europe. Deuxième chose, la haute saison estivale sabotée. ACI Europe l'a dit explicitement dans sa lettre, le fait que nous entrions dans la haute saison estivale, lorsque le transport aérien soutient l'ensemble de l'écosystème touristique dont dépendent les économies de nombreux États membres, ne fait qu'ajouter à ces préoccupations. La haute saison estivale commence fin juin, c'est dans 10 semaines. Si Ormuz n'est pas rouvert dans 3 semaines, les compagnies n'auront pas le temps de reconstituer leur stock avant le pic de trafic de juillet et août. Troisième chose, une catastrophe économique pour les régions touristiques. La connectivité aérienne contribue à 851 milliards d'euros au PIB européen et soutient 14 millions d'emplois. C'est ce que chiffre ACI Europe. Les régions dont l'économie dépend du tourisme aérien, Méditerranée, îles grecques, Baléares, Sicile, Côte d'Azur, seraient frappées de plein fouet au moment le plus vulnérable de leur année économique. Sofia et son billet pour Barcelone. Voici comment cette crise touche concrètement les familles européennes. Sofia, 38 ans, institutrice à Lyon. En janvier, elle a réservé un vol Air France Lyon-Barcelone pour les vacances de juillet. 180 € l'aller-retour. Budget serré. Prévu depuis des mois. Depuis mi-avril, Air France a ajouté une surcharge carburant à tous ses billets. Pour un vol moyen courrier, entre 40 et 80 € supplémentaires. Son billet à 180 € vaut maintenant 250 €. Et si la pénurie se matérialise d'ici fin avril, son vol pourrait être annulé, remboursé certes, mais les vols alternatifs,
si disponibles, seront à des prix bien supérieurs. En période de pénurie, les prix s'envolent. Sofia n'a pas décidé de ce conflit. Elle n'a pas voté pour. Elle paie simplement la facture, comme des millions de familles européennes qui avaient planifié leurs vacances en ignorant qu'un détroit à 5000 km de chez elles allait décider de leur été. C'est ça, la réalité concrète du blocage d'Ormuz. Pas seulement les marchés pétroliers et les analyses géopolitiques, des familles qui voient leurs vacances disparaître. Ce que Bruxelles fait et ce qu'elle ne peut pas faire. Le 14 avril, la Commission européenne a officiellement reconnu le risque. Sa porte-parole Anna-Kaisa Itonen, des difficultés d'approvisionnement pourraient survenir dans un avenir proche, en particulier pour les carburants pour avions. Traduction, il confirme le problème sans avoir de solution immédiate. Ce que Bruxelles peut faire à court terme, limité mais réel. Les compagnies aériennes demandent 3 mesures d'urgence. Premièrement, des achats groupés de kérosène à l'échelle européenne, comme l'UE l'avait fait pour le gaz naturel en 2022 pendant la crise ukrainienne. Deuxièmement, la suspension temporaire du marché du carbone pour l'aviation pour réduire les coûts réglementaires dans une période d'urgence. Troisièmement, la suppression de certaines taxes aériennes pour limiter la répercussion sur les billets. Ces mesures peuvent atténuer la crise. Elles ne peuvent pas la résoudre. Parce que le problème n'est pas à Bruxelles, il est à Ormuz. Tant qu'Ormuz reste quasi bloqué, aucune mesure européenne ne peut compenser la perte de 50% de l'approvisionnement en kérosène. On peut acheter groupé, on peut suspendre des taxes. Mais si le carburant n'existe pas physiquement dans les ports européens, les avions ne décollent pas. La seule vraie solution est diplomatique. Et elle dépend de négociations qui se déroulent cette semaine à Islamabad, dont le premier round a déjà échoué. Le paradoxe du cessez-le-feu qui ne change rien. Il y a quelque chose d'important que je dois vous expliquer, parce que beaucoup de gens pensent que le cessez-le-feu du 8 avril a résolu le problème. Non. Le cessez-le-feu a suspendu les opérations militaires directes entre les États-Unis et l'Iran. Mais il n'a pas rouvert Ormuz. Le passage reste largement restreint, selon l'IATA. Le trafic commercial n'a pas repris normalement. Pourquoi ? Parce que la réouverture d'Ormuz est une monnaie d'échange dans les négociations en cours. L'Iran ne rouvrira pas complètement le détroit tant qu'il n'aura pas obtenu des garanties sur l'accord final. Et l'accord final n'est pas conclu. En parallèle, Trump a imposé un blocus naval des ports iraniens depuis lundi. L'Iran menace en retour de bloquer Bab el-Mandeb via les Houthis. Si les deux détroits se bloquent simultanément, c'est 40% du pétrole mondial immobilisé. Un scénario économique catastrophique. Le cessez-le-feu a arrêté les bombes. Il n'a pas arrêté la crise énergétique, et les 3 semaines de délai d'ACI Europe continuent de s'écouler. Voici les 3 scénarios possibles pour les prochaines semaines. Scénario 1, Ormuz rouvre significativement avant fin avril, un accord est conclu à Islamabad, l'Iran lève progressivement les restrictions, les pétroliers reprennent, les stocks européens se reconstituent avant la haute saison. Les billets restent chers, mais les vols ont lieu. Ce scénario est possible, mais dépend d'une négociation qui a déjà échoué une fois. Scénario 2, statu quo jusqu'à mi-mai. Les négociations s'étirent. Ormuz reste partiellement bloqué. Les stocks européens continuent de baisser, la pénurie systémique se matérialise fin avril début mai. Des centaines de vols annulés. Les prix explosent. La haute saison estivale commence dans des conditions dégradées. Les régions touristiques européennes perdent des milliards. Scénario 3, escalade avec Bab el-Mandeb. Les négociations échouent. Trump maintient son blocus naval iranien. L'Iran active les Houthis sur Bab el-Mandeb. Les deux détroits bloqués simultanément. Le kérosène européen n'a plus de route d'approvisionnement viable à court terme. Pénurie sévère, vols très fortement réduits, crise économique estivale majeure, les compagnies aériennes se préparent pour le scénario 2, elles espèrent le scénario 1, elles redoutent le scénario 3. La Russie comme solution de secours. Il y a une proposition qui circule depuis 48 heures dans les chancelleries européennes, et que les médias grand public traitent à peine. Elle est pourtant d'une importance stratégique considérable. Le 15 avril, Sergueï Lavrov est à Pékin pour rencontrer Xi Jinping. À l'issue de la réunion, le ministre russe des Affaires étrangères déclare publiquement que la Russie est prête à compenser le déficit énergétique subi par la Chine et d'autres pays en raison du conflit au Moyen-Orient. D'autres pays. Ces 2 mots, anodins en apparence, sont en réalité une ouverture diplomatique adressée simultanément à la Chine, à l'Inde et potentiellement à l'Europe. En analyse stratégique, cette déclaration n'est pas un geste de générosité. C'est une offre commerciale et géopolitique calculée au millimètre, ce que la Russie propose concrètement. La Russie est le 3e producteur mondial de pétrole. Ses capacités d'exportation via l'oléoduc Droujba vers l'Europe centrale et orientale sont encore partiellement opérationnelles malgré les sanctions.
Ces terminaux pétroliers en mer Baltique et en mer Noire peuvent acheminer du brut vers les raffineries européennes. Et surtout, la Russie produit du kérosène d'aviation. Pas autant que le Golfe, mais suffisamment pour constituer une alternative partielle en situation d'urgence. La proposition russe dit essentiellement ceci. Vous avez besoin de carburant. Nous en avons. Parlons. Le problème politique évident. L'Europe a imposé des sanctions massives à la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. L'embargo sur le pétrole russe est entré en vigueur en décembre 2022. Acheter du kérosène russe, même en situation d'urgence, serait une violation directe de ces sanctions et, politiquement, ce serait un signal catastrophique envoyé à Kiev. L'Ukraine, qui voit déjà l'attention américaine détournée vers l'Iran, se retrouverait face à une Europe qui contourne ses propres sanctions pour acheter du carburant russe. Zelensky l'a dit explicitement cette semaine, Kiev regrette que les diplomates américains soient constamment en pourparlers avec l'Iran et n'aient pas de temps pour l'Ukraine. Une Europe qui se tourne vers Moscou pour résoudre sa pénurie de kérosène aggraverait encore ce sentiment d'abandon. La tentation que Moscou connaît parfaitement, mais voici ce que Moscou calcule avec précision. L'Europe a déjà montré qu'elle était capable de contourner ses propres principes sous pression économique. En 2022, malgré les sanctions, plusieurs pays européens ont maintenu discrètement des achats de GNL russes via des pays tiers. La Hongrie a obtenu des exemptions explicites pour ses achats de pétrole russe par pipeline. Lavrov connaît ses précédents. Il sait que la dépendance énergétique crée des flexibilités que les déclarations politiques ne créent pas. Et il sait quelque chose d'encore plus important. Une Europe qui manque de kérosène à la mi-mai, avec des avions cloués au sol, des millions de touristes bloqués, des compagnies aériennes en faillite, est une Europe politiquement vulnérable. Une Europe qui cherche une sortie. N'importe quelle sortie. Ce que ça révèle sur la stratégie russe globale. Cette offre ne vient pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une stratégie russe plus large que nous observons depuis le début de ce conflit. Moscou a refusé de condamner l'Iran, Moscou a bloqué à l'ONU la résolution sur Hormuz, Moscou a évacué ses techniciens de Boucher avant les opérations pour ne pas être impliqué militairement, mais a maintenu ses canaux ouverts avec Téhéran. Et maintenant, au moment précis où l'Europe est la plus vulnérable énergétiquement depuis la crise gazière de 2022, Moscou se présente comme le sauveur potentiel. C'est une stratégie d'opportunisme géopolitique d'une cohérence remarquable. La Russie n'a pas créé cette crise, mais elle la regarde se développer avec attention et se positionne pour en être le bénéficiaire. Ce que l'Europe doit décider. L'Europe fait face à un dilemme que ses dirigeants n'ont pas encore formulé publiquement, mais que les décideurs énergétiques discutent en privé. Option 1, maintenir les sanctions et subir la pénurie. Vols annulés, haute saison sabotée, pertes économiques massives, mais intégrité politique préservée. Option 2, créer un mécanisme d'exception humanitaire ou de crise pour permettre des achats limités de kérosène russe. Résoudre la pénurie à court terme, mais envoyer un signal dévastateur sur la solidité des sanctions occidentales. Option 3, trouver une alternative non russe en urgence. Les États-Unis produisent du kérosène, le Canada, la Norvège, mais les volumes disponibles et les délais logistiques rendent cette option difficile à mettre en place en 3 semaines. C'est le vrai choix que l'Europe doit faire dans les 2 prochaines semaines, et Moscou le sait. C'est pourquoi Lavrov a fait cette déclaration maintenant, pas dans un mois, maintenant. Au moment où la pression est maximale et les alternatives minimales. En stratégie de négociation, on appelle ça créer de la dépendance au bon moment, offrir une solution quand l'autre partie n'a plus d'option. C'est le moment le plus puissant pour négocier des conditions. Et les conditions que Moscou pourrait demander en échange, même implicitement, incluent potentiellement un allègement des sanctions, une reconnaissance de facto de certaines réalités territoriales en Ukraine, ou simplement un affaiblissement de la solidarité européenne, qui est la principale pression stratégique sur la Russie depuis 2022. La pénurie de kérosène n'est pas seulement une crise aérienne, c'est une opportunité géopolitique russe. Brindisi, un avion cloué au sol, un pilote qui attend du kérosène, et un compte à rebours de 3 semaines qui tourne. Ce conflit a commencé comme une opération militaire dans un pays lointain. Il arrive maintenant à votre aéroport, dans le prix de votre billet, dans la disponibilité de votre vol de vacances. C'est ça la réalité d'une économie mondialisée. Quand Hormuz se ferme, ce n'est pas seulement le pétrole qui s'arrête, c'est le kérosène de vos avions, c'est l'engrais de vos cultures, c'est le plastique de vos emballages, c'est l'électricité de votre maison. Tout est connecté. Et aujourd'hui, la connexion est en train de craquer. Voici les 3 signaux que je surveille. Premier signal. Les négociations d'Islamabad produisent-elles un accord avant le 30 avril ? C'est la date limite pour que les stocks européens se reconstituent avant la haute saison. Deuxième signal. L'Italie étend-elle le rationnement de kérosène à d'autres aéroports ? Si oui, la pénurie systémique ne prend plus 3 semaines. Elle est déjà là.
Troisième signal, les Houthis activent-ils Bab el-Mandeb en réponse au blocus américain des ports iraniens? Si oui, la crise du kérosène devient irréversible à court terme. Ces trois signaux vont définir votre été 2026. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vu vos vols annulés ou vos billets augmenter à cause de cette crise? Et pensez-vous que les négociations vont aboutir à temps? Likez, partagez. Un mot ou un cœur en commentaire. Je suis Charles, analyste stratégique. On se retrouve demain.